On explore les plus gros crashs de l'histoire. Deuxième partie. Bien, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se lance tout de suite dans le sujet. On poursuit, en fait. On va passer d'introduction. On continue dans le contenu parce qu'on a quand même encore quelques crises financières à couvrir. Toujours en compagnie de François. Ça va toujours bien, François? Très bien. Donc, Parfait. on continue dans le vif du sujet parce que ça m'a permis de tester ton son. Oui. OK, quatrième grande crise, la panique de 1857. Cette fois-là, c'est le marché des assurances qui a créé cette crise-là. On sait que dans les assurances et les produits des compagnies financières, en tout cas, il y a souvent de la grande créativité à haut niveau et ça a quand même eu de l'impact sur le marché. Conséquence, 3 ans de dépression. Et là, la réflexion, moi, j'avais, c'est de dire, à cette époque-là, tu sais, aujourd'hui, on a une expression qui dit « too big to fail », là, trop gros pour échouer. Les compagnies sont rendues tellement grosses que si la compagnie échoue ou si une banque chute, ça va avoir un impact sur l'économie au complet. Je ne sais pas ça ressemblait à quoi à cette époque-là, là. 1857, tu sais, il y avait déjà une bourse, là, je veux dire, ça s'est changé. Sais-tu, ça date de quelle année, mettons, la bourse de New York? Bonne question. Non, Curieux de continue dans les sujets. Je suis en question piège. On va fouiller ça pendant ce temps-là. Oui. François, mon recherchiste. Donc, encore là, tu sais, donc, dans le 19e siècle, il y en a eu quand même. Après ça, la panique de 1893, là, c'était la course vers l'or. Fait que les gens se sont lancés vers ça. Je n'ai pas le détail non plus, mais rendu à cette étape-là, ça a été la plus grande dépression de l'histoire à ce moment-là. Donc, ça a eu encore là un impact majeur. Donc, toujours l'appât du gain dans l'exemple ici. Ensuite de ça, là, on passe vite parce que du 19e siècle, là, après ça, on va s'en aller au 20e siècle. La panique de 1896, c'est juste une continuité de l'autre panique d'avant après une courte pause. Il y a eu une pause, puis ça repartit. C'est-tu là qu'il y a eu la ruée vers l'or? Écoute, je peux dans mes C'était l'autre avant, 1893. Après ça, là, ça devait faire partie du même package, mais il y a eu comme une petite pause de c'est là que les vendeurs de pelles se sont mis riches. On fait fortune, oui. On fait fortune. Les vendeurs de pelles, mais donc, à cette époque-là, ça ne devait pas être facile non plus, une grande dépression. Les gens devaient avoir beaucoup, soit des fermiers ou des gens qui travaillaient dans des usines, c'est l'industrialisation. Ceux qui vivaient dans les villes, ça devait être terrible. Pas capable de se nourrir, ça devait être quelque chose. Fait que je ne sais pas si tu as trouvé l'info. Oui, intéressant. Puis j'ai pas lu pourquoi. Plus tard, je vais lire pourquoi. Là. La bourse de New York a été fondée en 1817. OK. Mais n'a débuté ses activités sous le nom de New York Stock Exchange qu'à partir de 1963. Ah, OK. Donc, ça a été fondé en 1817. Donc, la bourse... ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ça existe. Bon, bien, c'est super intéressant. Donc là, on poursuit, on s'en va dans les ères un petit peu plus modernes, le 20e siècle. Donc, le fameux Black Friday, dans le fond, je ne me souviens pas c'était quoi la date, mais en 1929, le crash, la chute de près de 90%. Je crois que c'est le Dow Jones qui était là à l'époque, sur 3 ans. Fait que ça ne s'est pas fait en une journée, mais pendant 3 ans, ça a chuté 90%. On entre dans ce qu'on appelle la Grande Dépression. Ça a pris combien de temps à retrouver son prix? 15 ans à revenir. Ça me fait penser un peu la crise, on en parlera tantôt, mais la crise du dot-com, là, il y a beaucoup de titres. Le Nasdaq, ça a pris quasiment 15-20 ans à retrouver son on va regarder, je ne sais pas c'est quel numéro, mais, mais ce qui est particulier, c'est de dire, on se met, mettons, dans un scénario, parce qu'on a parlé aux gens de dire, il faut qu'on se prépare aussi à tout ça, là. Fait que si il y a quelqu'un, à un moment donné, je ne sais pas, la personne, elle a un héritage, là, on va parler en dollars d'aujourd'hui, là, mettons, là, puis elle a hérité, je ne sais pas moi, 500 000 $. Puis le jeudi, là, avant le Black Friday, elle a décidé de mettre son 500 000 $ dans le Dow Jones. Machine. Puis 3 ans après, ça vaut 50 000. Fait que ça doit vraiment... Puis il y a des gens qui ont vécu ça, c'est sûr, là, un équivalent de ça. Oui. Mais donc, qu'est-ce qu'on enseigne? On essaye d'enseigner le fameux DCA, le Dollar Cost Averaging, au lieu d'investir 100% d'un coup, une date fixe. On prend un montant, puis on divise, puis on en met un petit peu par mois. Donc, ça nous donne une moyenne. Donc, oui, on aurait perdu quand même beaucoup d'argent, mais
on n'aurait peut-être pas perdu 90% de notre capital tout de suite. Là. Il t'en aurait resté pour acheter à rabais aussi. Oui, Parce qu'à un moment donné, ça devient à rabais là, quand tu es à 10% du Dow Jones. Parce que ces marchés-là, Dow Jones, c'est l'industriel en plus. C'est des entrepreneurs, c'est des gens qui construisent, c'est des gens, ils ne vont pas juste attendre en pleurant en boule dans le coin de la maison, en pleurant, puis ils vont se battre. Fait que ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, les entreprises reprennent la vigueur, l'économie change. Puis, fait que c'est sûr qu'un jour, ça revient. Mais disons que là, celui-là, il était quand même... imaginez-vous, là, ça arrive là, cette année, 90%. Ça change la dynamique. Là. Moi, écoute, tout peut arriver, là, mais je veux pas imaginer ça. Je veux dire, moi, je suis un négociateur. Là, je vais parler pour moi. Pour mon investissement à long terme, ça me dérangerait, mais vu que je suis un négociateur, je pense que je tirerais mon épingle du jeu. Mais pour à la limite, un des mortels, oui, c'est ça. Je vais garder ma joie parce que quand les marchés tombent, j'aime mieux ça. Donc, je le dirai pas trop fort. C'est ça. Puis ceux qui se demandent pourquoi, c'est parce que généralement, les marchés tombent plus vite qu'ils montent. Donc, il y a plus d'opportunités, puis ça va plus vite. Mais bref, on fait une parenthèse. Là. Pour savoir ce qu'on fait. Non, 90%, je peux pas imaginer que ça pourrait arriver, mais avec comme on parlait dans l'autre podcast, qu'on a vu le contrat à terme du pétrole aller à zéro, puis même négatif, je me dis que tout aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible. Ouais. Mais tu sais, en même temps, il y a une affaire on a discuté la dernière fois qu'on s'est vu. Tu parlais du S&P 500, que dans le fond, il y a comme un roulement dans les compagnies qui est dedans. Oui. Fait que ça, c'est une bonne chose. Là. Ça m'a rassuré, moi, en fait. Là. Veux-tu expliquer aux gens, c'est quoi le... Oui, bien, premièrement, le Dow Jones, c'est 30 grosses compagnies. C'est Dow Jones ou c'était le S&P? Non, c'est sur le S&P 500. Okay, le Dow Jones, juste pour c'est les 30 plus grosses compagnies aux États-Unis. Le S&P 500, c'est 500 compagnies. Mais c'est ça, qu'est-ce que Patrick dit, c'est qu'une fois par année, faire partie du S&P 500, c'est comme faire partie de day trading, c'est l'élite. Le S&P 500, c'est... Pour faire partie de ce groupe-là, des 500 compagnies du S&P 500, il faut qu'il y ait des critères, il faut qu'ils respectent. Il faut que les compagnies soient performantes. Il faut qu'ils remplissent certaines conditions. Là, puis c'est très strict. Là. Et puis, si tu ne remplis pas les conditions, bien, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise compagnie, mais c'est juste qu'il y en a des meilleurs que toi. Ils vont te kicker out de l'indice. Puis ça, je le savais, mais j'ai fait une recherche, puis c'est quand même 25 compagnies par année à peu près qui kick out. Donc, 25%, c'est 25 compagnies sur 500, c'est quand même non négligeable. Donc, je ne veux pas dire que le S&P peut juste monter, mais quand on met juste les meilleures compagnies dans un indice, la tendance générale à long terme, je crois, ne peut que bien aller. Là. Donc, évidemment, s'il y a un crash, toutes ces compagnies-là vont chuter, mais ils vont remonter quand même rapidement. Fait que oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je donne beaucoup de l'S&P 500 en référence, là, parce que c'est 500 bonnes compagnies, mais un peu comme nos auditeurs, puis moi, mettons, qui font du trading, ils font leur devoir. Donc, des fois, ils se font kicker out du S&P, remplacés par une meilleure compagnie qui ont des meilleurs ratios, tout simplement. De la façon dont ça m'a habité, après qu'on ait discuté de ça, puis c'est de dire aussi la compagnie, mettons, il y a des compagnies, ils vont gérer une croissance, il y en a d'autres qui vont gérer une décroissance. Donc, la compagnie, si elle est en décroissance, bien, elle a contribué à faire baisser l'indice. Mais si elle est sortie, bien là, elle n'est plus là. Puis là, il rentre une compagnie qui est en mode croissance. Ben oui. Donc, avec un momentum vers le haut. Donc, le billet haussier, je trouve, ça l'explique bien. Mais oui, sans compter l'inflation, là, le S&P 500, là, je vais vous le dire après ça avec l'inflation, mais le S&P 500, il rapporte entre 10 et 11 % par année depuis 1928. Là. Ouais. C'est quand même non négligeable. Puis là, il y en a qui vont me parler, oui, il y a de l'inflation, oui, je comprends. Mais si on enlève l'inflation, si on met l'inflation, ça fait un rendement quand même annuel de 7 % en moyenne depuis 100 ans. Il n'y a pas beaucoup d'indices, je crois, qui peut se comparer à avoir un... Même Warren Buffett l'a dit, là, je pense le S&P 500, c'est le meilleur des indices. Là. Donc, en dollars actualisés, ça donne à peu près 7 %. Puis de toute façon, quand on donne un rendement, quand les gens me répondent ça, il y a l'inflation, je dis oui, mais n'importe quel placement que tu fais, il y a l'inflation pareil. Là. Oui, c'est ça. On sauve pas, là. Et là, l'inflation, mais c'est quand même une belle réflexion à dire que, comme, tu sais, auto-investisseurs, les gens qui gèrent notre argent, bien, ça veut dire il faut battre l'inflation en partant avant de commencer à s'enrichir. Fait que ça fait partie de l'équation, il faut la considérer.
On poursuit notre aventure. Donc, on est rendu en 1937-1938, donc la récession. C'est une récession. C'est en plein milieu de la reprise de la Grande Dépression, mais c'est pas facile, là. Donc, on n'est plus en dépression, mais on continue d'être en récession. Donc, le PIB, il chute, américain, là, il chute de 10 et le taux de chômage monte à 20 Hey, c'est beaucoup. 20 des Américains, je ne sais pas c'était quoi la population américaine là-dedans, là, maintenant, à ces années-là, mais 20 de la population au chômage, c'est énorme. Puis à l'époque, je ne sais pas, mais le chômage, moi, dans ma tête, il y a une limite. Tu sais, tu as le chômage, puis à un moment donné, tu n'en as plus. Tu sais, je veux dire, s'il y a 20 de chômage, les jobs, il n'y en a pas partout. Fait qu'il devait y avoir vraiment des gens là, qui mangeaient de la soupe à la glace. Là. Hein, comme... La soupe à glace. Donc, OK, on continue. 1962, ce qu'ils appelle le Kennedy Slide. C'est un flash crash. Tiens, François, chuté de 5,7 Fait que ça n'a pas besoin d'être gros pour être considéré, mais à l'époque, c'était la deuxième, en une journée, je pense, là, cette affaire-là, puis c'était la deuxième plus grosse chute de points à l'époque. OK. Fait que, mais moi, je pense que 5,7, ben, ça peut s'en remettre plus facilement là, que 90 C'est pas la même chose du tout. Ensuite de ça, là, on se rapproche tranquillement. Là. En 1987, le Black Monday. Donc, veux-tu nous raconter ça? Ben, je dis, c'est le Dow Jones, il a chuté de 22,6 en une journée. Le plus grand record encore battu. J'avais 12 ans, je montais encore des kits à coller. Donc, je m'intéressais pas beaucoup à la bourse, mais oui, c'est ça. C'est le Black Monday. Puis on le voit avec les films Wolf of Wall Street et compagnie. Là. Le marché a chuté là, de près de 23% en une journée. Oui, en une journée. Puis ça a pris quand même beaucoup de temps. Là. C'est le premier, je dirais, le premier crash de l'ère moderne. Là. Donc, c'est pour ça qu'on se réfère beaucoup à lui. Okay. Mais 23% dans une journée, c'est capoté. C'est énorme. Je sais pas, encore là, c'est pas que je suis un éternel optimiste. Là. Je suis réaliste. Là. Je sais que ça peut arriver, mais je peux pas croire qu'avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, puis que les algos, puis les... Tu sais, maintenant, il y a des... comment ils appellent ça? Des stoppers. Là. Ils arrêtent le trading, tout simplement. Fait que, les coupes-circuits en français. Après un certain pourcentage, là, je pense qu'il y a différents paliers. Je pense que c'est 5, 7 puis 8 Il arrête l'hémorragie, autrement dit. Il arrête l'hémorragie. Il coupe il tire le fil. Et on ne peut plus transiger. Tu sais, ils disent au monde, là, puis les robots, calmez-vous, on va relaxer, c'est pas la fin du monde. Fait que 25 dans une journée, aujourd'hui, encore là... Très peu probable, mettons. C'est ça, je ne veux pas dire jamais, mais c'est très peu probable qu'on voit ça, parce qu'il y a des coupes-circuits, il y a des mécanismes de prix, mais oui, si on tombe ça, 8 oui. Excuse-moi, je t'ai coupé. Quand ils font ça, est-ce que le prix stagne? Est-ce que ça fait comme tout? Le prix bouge plus? Okay. On ne peut plus aller plus bas. Exemple, Apple, mettons qu'ils traitent de 200 $, mais ils vont dire à 180 $, il ne peut plus aller plus bas. Okay. On va réouvrir demain. C'est tout. Demain, un autre 8 puis la troisième journée, un autre 8 Fait que oui, on peut tomber de 23 mais en 3 jours. Là, mais en une journée, on ne pourrait pas voir ça aujourd'hui. Quand ça fait ça, est-ce que le réflexe des gens, après, là, je n'ai aucune idée, est-ce que c'est vraiment de dire il faut short de là, le monde veut le vendre le lendemain aussi, ou le monde se non. Ceux qui paniquent, oui. Ceux qui ont des titres de pas de qualité, oui. Mais ceux qui ont des titres de qualité, souvent... Ils en rachètent plus. Ils en rachètent plus, mais à certains niveaux... tu sais, Apple, mettons, on jase, là, on parle d'Apple parce que tout le monde connaît Apple. Ouais. Tu sais, Apple, la première journée, OK, ça se peut que le monde panique. Bon, on va sortir, il a tombé de 10 une journée. Ben, on jase, là. Mettons qu'Apple, il est rendu à moins 50 je sais pas, moi, vite, là, j'ai pas fait d'analyse, mais Apple, à moins 50 mon premier réflexe, c'est à moins... Si c'est une mauvaise nouvelle sur le titre, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. Mais si c'est une mauvaise nouvelle à cause qu'il y a un crash, puis c'est généralisé, c'est pas à cause d'une compagnie. Exact. Je sais pas, là. Moi, si je vois Apple à moins 50 mon premier réflexe, ça va être de l'acheter. C'est sûr que s'ils découvrent que les iPhones sont ultra cancérigènes, ben oui, c'est différent que si c'est juste un ajustement, mettons. Là. Puis moi, je suis quelqu'un de statistique, puis j'ai pas reculé super loin, mais les derniers crashs, là, j'ai fait des petites analyses. Le Dow Jones puis le S&P 500, Nasdaq, ils ont chuté rarement plus de 50 J'avais vu le Dow Jones là, entre 30 et 40 comme là, le dernier
mini-crash qu'on a eu, je crois, en 2018. Flash crash, mais bref, le Dow Jones, je vais ressortir de statistique, là, mais bref, il avait chuté. Là, c'est quand même limité. Tantôt, on parlait de 90%. Je ne sais pas si on va voir ça, mais 30 à 50%, on est tellement haut. Je dis que c'est possible, mais si je vois les marchés chuter de 50%, là, mon radar à Warren Buffett dans les marchés de bonbons à rabais, là, je pense qu'il va être pas mal ajusté, mon radar. Là. Fait que, il va falloir te retenir. Oui, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'un titre où les marchés chutent de 20% ou de 30% qu'on dit on commence à acheter. Il faut faire nos devoirs. Puis... Exact. Mais à partir de 30-50%, puis encore là, c'est pas des recommandations d'achat. Il faut faire le disclaimer. Parce que là, oui, c'est ça. Mais bref, je parle des statistiques, puis ceux qui sont membres du groupe Day Trading, j'avais sorti justement les statistiques de tous les crashs qu'il y avait eu, puis de combien qu'on avait chuté. Puis la moyenne, je crois, c'était 50%. Fait que bref, si à un moment donné, vous voyez un crash ou une bonne correction sur des titres de qualité ou sur les indices, à partir de 50%, là, commencez à regarder, voir s'il y a des rabais. Fait que la recommandation, en fait, c'est à partir de ça, mettez votre attention dans les marchés, refaites vos devoirs, puis mettez-vous à vous intéresser plus. Parce que souvent, les gens s'intéressent quand ça monte, mais quand ça drop, ils perdent l'intérêt, alors que ça, c'est Warren Buffett, c'est pas nous. C'est comme t'achètes quand tout le monde veut vendre, puis tu vends quand le monde veut l'acheter. Parce que si c'est, je sais pas moi, tu vends des patates, si les patates sont pas le temps de les vendre, c'est sûr, si tu te lances une entreprise de patates, tu vas rusher, là, fait. Anyway, le but, c'est de dire si ça arrive ou quand ça va arriver, si c'est de notre vivant, ça serait peut-être plus ça la question, ça va être le temps de s'attarder, puis c'est-tu le temps de commencer à s'intéresser? Moi, je pense qu'il faut faire ses devoirs avant, là. C'est avant, préparez-vous. Comme ça, je le vois. Fait que le 87, le Black Monday, il n'a pas donné grand sursis parce que le 13 octobre 1989, il y a eu une autre chute, 7% dans la journée. Fait que sont 22,6%. Là, on parle de 2 ans plus tard. En octobre, les deux. C'est pas long, là. Fait que s'il avait récupéré, donc, il y a eu un autre crash qui s'est passé là. Puis un vendredi 13. C'est le vendredi 13, exactement. Le fameux... Ça a contribué à faire en sorte que les gens sont superstitieux. Est-ce que c'était ça avant? J'ai sorti, c'est encore là ceux qui font partie du groupe des trading, je sors souvent des anecdotes. Puis j'ai sorti les statistiques le 13 octobre, puis il n'y a pas d'effet de vendredi 13, là, c'est la fin du monde. À part ce vendredi 13-là, il n'a pas vraiment eu d'autre. Il n'a pas eu d'autre. Non. C'est vraiment un hasard. Là, ou c'est peut-être parce que non, ça a planté un lundi, c'est pas un vendredi. Ça n'a pas rapport. La journée, là, ça s'est fait là. Ça s'est fait là. 12e, c'est pas un crash, c'est une récession, donc dans les années 90. Là, c'était le résultat de la guerre du Koweït, de l'Irak, tout ça. Donc ça a été des années plus dures, si on veut, pour les gens. Le prochain... Crash, c'est récession des années 90, mais ceux qui transitaient des devises, rappelez-vous, là, la crise du Koweït, le prix du baril, quand on faisait brûler... Pour le pétrole. Le pétrole. On faisait des brûlés, faisait brûler... les puits. À ciel ouvert, puis ça, il faudrait ressortir un graphique, ou amusez-vous, là, allez regarder le prix du baril de pétrole dans les années 90, il a sûrement explosé. C'est ça. Fait que bref, il y avait de l'argent à perdre, mais il y avait... La bourse, là, quand ça monte ou ça descend, il y a tout le temps de l'argent à faire à quelque part. Il faut juste, comme aux échecs, il faut juste essayer de penser. Il faut penser plus tard. Là, encore là, je ne veux pas donner un cours on ne donne pas un cours de trading, là, mais s'il y a un crash, là, c'est quoi les compagnies qui pourraient performer ou moins mal aller? Tu sais, Warren Buffett, il l'a souvent dit, quand on va dans les compagnies, exemple, je vais dire Colgate, là, les brosses à dents, le monde, ils vont-ils arrêter de se brosser les dents ou ils vont-ils arrêter de manger? Ils vont peut-être moins manger, mais on va toujours... Alimentation, le monde va couper peut-être sur des... exemple, sur des voyages. Fait que les compagnies de voyage, oui, ça va chuter, tout ça. Puis il y a plein de compagnies qui vont chuter, mais comme aux échecs, on essaie de penser, puis on le dit souvent, ça faire un plan de trading. Si le fameux crash, puis tout le monde attend 2024, d'après moi, tout le monde l'attend, donc ça n'arrivera pas. Là. Mais ça peut arriver, mais bref, dites-vous, un jour, ça n'arrive, dans quoi je devrais investir? C'est ça faire un plan de match. Fait que bref, on continue. On continue. Oui. Donc, décembre 2000, la bulle des dot-com que tu as mentionné tantôt. Là, c'était le Nasdaq, 50% qui a chuté.
Puis là, on est en 2000, puis pour qu'ils retrouvent le même prix, c'est allé en 2017. Est-ce que c'est ça que les gens appellent la décennie perdue? Parce que ça, c'est 17 ans. Est-ce que c'est ça, la décennie? Tu sais, j'ai déjà entendu ça, cette expression-là. Là, il y a eu un 10 ans. Le terme ne me dit rien. OK. Ben, je fouillerai aussi, là, mais j'avais entendu ça parce que là, 17 ans pour retrouver le même prix, là, si tu dis, je vais attendre. J'espère que c'était le temps de prendre ta retraite en 2000 puis tu avais tout ton patrimoine là-dedans. C'est ça. Quelqu'un qui investissait au début 2000 puis il mettait tout son portefeuille, mais s'il n'a pas pris de perte, ça y a pris un bon 20 ans. C'est ça. Tu n'as pas diversifié. En tout, 5 trillions ont disparu entre mars et octobre 2002. Ah, c'est spécial. C'est colossal. Là. Ceux qui nous écoutent, là, l'éclatement de la bulle.com, c'est les BlackBerry, c'est les Nortel, c'est les RIM de l'époque. La folie de la technologie de l'époque. Oui, c'est quand même spécial. Ça, j'étais sur le parquet, puis je l'ai vu, là. J'ai vu des fortunes se faire, puis j'ai vu des fortunes... des gens se perdent. Des gens qui se sont enlevés la vie, même, là, pendant cette période. Oui. C'est une réalité. Mais ce qui est le fun, Internet existe encore. Il y a encore des compagnies technologiques. Le Nasdaq a remonté, même après 2017. Il a continué à... Tu sais, ça ne va pas juste disparaître. Les gens ne vont pas arrêter de faire des affaires parce que ça arrive. Donc... quand même rassurant, mettons, on pourrait dire, là. Oui. Puis je veux pas faire de comparaison encore avec ça, là, la crypto et tout, là, mais tu sais, si on parle des NFT, les fameux NFT, je veux pas trop m'attarder sur... Non-fungible token. Oui, des images digitales que le monde s'achète. Parce que j'ai vu un article passé, là, Justin Bieber avait acheté un singe, je me souviens plus quel NFT, puis il avait payé... entre 1 et 2 millions, puis je pense qu'aujourd'hui, ça vaut genre 60 000 $. Là. Tu sais, on parlait dans l'autre podcast, là, tu sais, les NFT, là, puis la Tulip Mania, je pense, encore, on peut-tu faire un lien, mais c'est quand même un gros repli par rapport au sommet, là. Puis, tu sais, les NFT, la .com, tu sais, des fois, le monde se dit... c'est ça une bulle, hein? Ça monte, puis le monde dit pourquoi c'est à ces prix-là. Puis à un moment donné, le monde se rend compte, bien, ça n'a pas d'allure. Tu sais, le monde parle beaucoup de la crise du logement puis de la bulle immobilière. Tu sais, oui, ça se peut que ça se peut que le prix des maisons chute, mais il nous reste quand même la maison, là, des briques. Ça vaut quelque chose. Tandis le besoin de se loger est encore ça. Là. Tandis que l'image digitale... Je sais pas. Mais il y en a encore. Moi, mes enfants, mon fils, il en parle. Il a des NFT. Il y en a encore. Ils vont être là. Ils vont continuer d'exister. Je veux pas avoir un discours de quelqu'un de vieux puis qui connaît rien puis qui est barré à ça. C'est juste qu'avec l'expérience, tu sais, des fois, on voit des choses peut-être que les plus jeunes peuvent pas voir. Là, puis... Bref. C'est ça, l'expérience, comme tu dis. On continue. 2008, les subprimes. Là, je ne sais pas si vous avez écouté Le Loup de Wall Street, mais je pense que ça se passait là-dedans aussi. Puis le Big Crash, c'est ça le film? Big Short. Le Big Short, excuse-moi. Big Short, oui. Allez sur Big Netflix ou Amazon Prime, il y a multitude de... Ouais. Ça, c'est la plus grosse chute de l'histoire sur plusieurs mois, puis le gouvernement il a injecté 700 milliards là-dedans pour récupérer. Ouais. Donc, là, le too big to fail, il est là, tu sais. Oui, si la banque plantait, c'était catastrophique. Là. Le prix des maisons, l'immobilier a beaucoup chuté drastiquement. Affecté. Je me souviens, c'était à Las Vegas, on pouvait acheter 2 maisons, 2 condos pour le prix d'un. OK. Puis, oui, là, genre, je ne sais pas si mon ami m'écoute. À un moment donné, j'ai un ami qui avait des résidences. Il y avait 2 résidences en Floride. Je pense qu'il y avait 2 condos, puis il y avait une maison en Floride. Et puis, en 2008, dans le crash, et en plus, tu sais, le fameux, comme on parlait du Black Swan, là, tout s'enligne. Non, excuse, The Perfect Storm. The Perfect Storm. Quand tout est enligné, il y a eu cette crise-là. Puis dans ces années-là, le dollar était presque à parité. Fait que mon ami avait quand même de l'argent. Et puis, on se parlait peut-être une fois ou 6 mois. Fait qu'à un moment donné, j'ai parlé, puis il y avait 3 unités aux États-Unis. Puis après ça... quand j'ai parlé 6 mois après, je pense qu'il en avait une trentaine. OK. Oui, puis, c'est ça. Puis, ça l'a mis au monde. Là, un visionnaire, là, il a vu qu'est-ce qui s'était passé. Et puis, il y a beaucoup de monde quand même qui ont acheté des unités là, en 2008, mais il fallait
ils vendaient ça, je pense, des unités en Floride aussi, des condos à 25-50 000, qu'aujourd'hui, ça vaut peut-être 300-350. Ouais. Mais oui, c'est une crise majeure. Et puis, il y a beaucoup de monde qui disent qu'est-ce qui s'en vient, ça pourrait être pire que 2008. Donc, on ne veut pas être alarmiste, là, mais... C'est sûr qu'en 2008, les subprimes, c'était les taux hypothécaires, c'était relié à des hypothèques de piètre qualité, puis il y avait eu de la fraude là-dedans. Là. C'est que c'est ça. Ceux qui évaluaient la qualité des titres, ils ont carrément menti. J'ai pas regardé aujourd'hui, puis j'ai pas suivi aujourd'hui comment ça se passe. C'est rendu. Je me demande si les États-Unis ont compris. Je sais pas, ils ont-tu tiré, j'ose croire que oui, ils ont-tu tiré des leçons de 2008? Je dirais oui, mais... Mettons qu'on souhaite. On souhaite. Mais on le souhaite, on va dire ça. Garantir de ça. Ouais. Ensuite de ça, le dernier qu'on va couvrir ensemble, c'est en 2020, le crash du coronavirus. Donc, vent de panique à cause de la COVID. Les titres boursiers du papier de toilette ont explosé. Je fais une joke. OK. 37% de chute entre le 12 février et le 23 mars. Il y a eu un rebond rapide, par exemple. Le S&P et le Dow atteignent les sommets historiques après. Ça s'est rattrapé. C'était même ça l'explique un peu ce que j'ai dit tantôt ou dans l'autre podcast. Tu dis que ça a eu un rebond rapide, puis on voit 37% de chute. C'est quand même gros, qu'est-ce qui est arrivé là, 2020, là, la panique, puis tout. On voit 37% de chute, puis un rebond rapide. Fait que, si ça arrive encore, 2008, là, il y avait de l'électronique, mais c'était comme au début de l'électronique. Là. Moi, le début de l'électronique, j'ai commencé en 2000. Fait que 2008, c'était quand même au début. 2020, on le voit, c'était électronique. Puis encore là, 2024, ça arrive en 2024, 25, 26. Il y a moins d'humains là, qu'il faut qu'ils fassent le travail. Là. C'est ça. Fait que d'après moi, les chutes vont être quand même limitées. Puis le rebond pourrait être rapide aussi. Oui. Là, je vais terminer avec ça, parce que pour se préparer, là, qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond? Hein? Bon, pour se préparer, encore là, ce n'est pas des conseils financiers qu'on donne, là, mais ceux qui ont peur, là, présentement, en date d'aujourd'hui, on peut laisser notre argent à la banque avec des CPG ou différents produits. Là. De ce temps-ci, tout le monde a le mot cash.to. C'est un produit qu'ils vendent à la bourse. Là. Ça suit les taux d'intérêt. Puis vu que les rendements sont assez élevés, ceux qui ont peur d'un crash puis ils veulent garder de l'argent de côté, pourquoi pas un CPG qui rapporte 5% par année. Donc, c'est une façon de se protéger. Sinon, il y a d'autres façons de se protéger. C'est diversifié, là. C'est diversifié. Sinon, encore là, ceux qui connaissent les options, on peut acheter des options put. Ça, c'est misé à la baisse des marchés. C'est plus technique, là, mais c'est comme s'acheter une assurance. Si vous pensez que les marchés vont chuter, puis on veut garder nos positions, on peut s'acheter une assurance que si les marchés chutent, ça va compenser en partie de notre portefeuille qui perd de l'argent. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Se protéger de tout ça? Si on a peur, on peut vendre une partie de notre portefeuille. Mm-hmm. Moi, j'en ai un point à dire. Le plus important, vas-y. On s'éduque et on continue de se former. On investit en soi. Oui. On devient meilleur. On panique pas surtout. Puis oui, c'est ça, s'éduquer, parce que des fois, s'éduquer, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis c'est correct. Quand on comprend pas, c'est normal que le monde panique, mais quand on comprend qu'on possède des titres de qualité, que c'est temporaire, que c'est c'est la bourse qui chute, c'est pas nécessairement ton action qui n'est pas de qualité, exact, versus quelqu'un qui possède un titre pas de qualité, une compagnie qui n'est pas profitable, eux autres, des fois, ils vont jamais remonter. Là. Donc, oui, effectivement, s'éduquer. C'est ça. C'est la clé de... Puis apprendre la macroéconomie, à la bourse, géopolitique. Dans n'importe quoi, là, s'éduquer. Dans n'importe quoi, mais je veux dire, là, on parle vraiment de la sécurité financière, mettons. Puis, moi, je vois ça, tu sais, puis moi, c'était ça aussi, là, quand j'ai commencé, je connaissais rien à la macroéconomie, je connaissais rien à la géopolitique, tu sais, puis j'ai mis du temps à ça. Au début, je trouvais ça dur, je trouvais pas ça le fun, je trouvais ça difficile. Puis à fil du temps, à un moment donné, on crée des liens, on fait des liens, ça se développe, puis là, ça devient plus facile, puis là, même, je suis rendu à un niveau où c'est le fun. Puis je comprends mieux, là, puis j'ai moins peur. Tu sais, surtout, dans mon cas, moi, je tripe sur le Forex, fait que si les devises bougent... Bien sûr, tu sais, j'ai envie que ça bouge. Donc, fait que c'est ça. Préparez-vous en vous formant. Écoutez le podcast, c'est parfait. Prenez toutes les formations que vous pouvez. Tu sais, moi, je suis très junkie à tout ce qui est formation. Donc, je suis là pour vous inciter positivement
investir sur soi, je pense que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Je termine vite, là, parce qu'on parlait que c'est pas si ça arrive, c'est quand ça va arriver. C'est Steve Bilodeau qui a partagé un moment donné sur le groupe. Merci à toi, Steve. Il a fait, il a fait une statistique sur le S&P 500, les variations, la volatilité, dans le fond, sur une année, depuis 1928 et 2023. Puis, dans le fond, ça arrive à chaque 7,2 ans, il va baisser de 3%. À chaque 3,4 années, il va arriver en moyenne de 5% que ça va se corriger. À chaque 1,1 an, non, excuse-moi, c'est par année. Excuse-moi. 7 fois par année, le marché va chuter par année, oui, 3%. Ça fait plus de sens, désolé. Donc, 3,4 fois par année, baisse de 5%, 1,1 fois de 10%, 0,5 fois de 15%. Donc, à tous les 2 ans, on peut s'attendre à une baisse de 15% en moyenne. Puis, à tous les 3,5 ans, 20% et plus. Donc, ça va arriver. C'est un excellent tableau, ça. On pourrait le mettre en lien. Sinon, je vais essayer de l'ajouter dans les commentaires, dans la description du podcast. Mais bref, quand on voit les marchés chuter, là, puis le monde panique, là, puis il y a une correction. Une correction, je répète, c'est 10% de chute du sommet. Ça arrive une fois par année. Donc, une fois par année, là, en théorie, vous allez voir une correction. Puis une fois aux 3 ans, un bear market. Un bear market, encore là, c'est pas un crash. C'est un repli de 20% du sommet. C'est pas la fin du monde, mais c'est des choses qui arrivent, mais ça n'arrive pas souvent, comme on le voit, une fois aux 3 ans. Donc, on n'a même pas... ça aurait été le fun de sortir le mot les statistiques de crash par rapport à ça, là, mais les crashs, c'est très rare. Mais bref, c'est pas quand ça va arriver, c'est pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. Exact. Ça, c'est la parole de sagesse à retenir. Oui. Fait que là, pour terminer, dans le fond, gardez en tête, on l'a dit, il faut penser, c'est impératif à se préparer. Faites-le de toutes les façons que vous pouvez imaginer. Puis d'un, pour se protéger, mais surtout, moi, ce qui m'excite, c'est d'en profiter. On n'est pas obligé de subir, on n'est pas obligé d'être une victime quand ça arrive parce que le système financier, l'économie est faite d'une certaine manière. On n'est pas obligé d'être vraiment, comme je dis, des victimes. Donc, l'avantage des traders, c'est la possibilité qu'on va pouvoir nous positionner plus rapidement parce qu'on est des petits traders, là, pour la plupart. Il n'y a pas personne, là, j'imagine, qui écoute le podcast qui gère des milliards et des milliards de capital, là. On va se le dire, c'est pas ça qu'on cible comme personne. Donc, on peut se positionner rapidement en fonction de la situation, mais ça prend des connaissances. Donc, soyons intelligents, les amis, investissons en nous, puis on va bien s'en tirer quand ça va arriver. Je termine avec ma petite maxime. Le trader qui sait identifier les opportunités pendant les crises économiques pourra s'enrichir contrairement à la grande majorité des gens. Sur ce, bonne semaine et bon trading à tous.